Je m'appelle Oliva Carter. J'avais 36 ans lorsque j'ai appris que dans ma famille, être utile n'avait jamais signifié être aimé. Et la leçon m'est venue la veille du 65e anniversaire de mon père, alors que je me tenais devant le comptoir de ma cuisine, mon téléphone dans une main et une liste de courses à moitié terminée dans l'autre, essayant encore de me rappeler s'il préférait les gâteaux au citron aux gâteaux au chocolat. J'avais déjà passé l'après-midi à confirmer les détails de son déjeuner d'anniversaire, m'assurant que tout aurait l'air impeccable au moment où tout le monde arriverait. C'était toujours mon rôle. Si quelque chose devait être payé, réparé, arrangé ou sauvé, d'une manière ou d'une autre, c'était moi qui m'en occupais. Et pendant des années, j'ai laissé croire que j'étais à ma place. C'est alors que mon téléphone a sonné et que le groupe de discussion familiale s'est éclairé d'un message de ma sœur. Reste à la maison. Ne viens pas demain. On en a marre de ta famille. J'ai fixé l'écran, pensant honnêtement qu'il devait y en avoir d'autres. Une explication, un suivi du type « Je suis en colère et je ne le pensais pas ». Au lieu de cela, ma mère a réagi en levant le pouce. Quelques secondes plus tard, mon père a fait de même. Comme ça, 3 personnes qui partagent mon sang ont réussi à me faire sentir comme un invité indésirable en moins d'une minute. J'ai répondu « C'est donc ce que je suis pour cette famille ». Personne ne m'a répondu. Ils ont continué à discuter, riant de la place à table, du temps qu'il fait et des vacances d'été qu'il prépare déjà. Comme si je ne venais pas d'être expulsé de la pièce. C'est à ce moment-là que quelque chose en moi s'est arrêté. Pas brisé. Pas brisé. Juste immobile. J'ai posé ma liste de courses, j'ai ouvert mon application bancaire et j'ai commencé à défaire tout ce qu'ils avaient confondu avec un droit. 10 minutes plus tard, les mêmes personnes qui n'avaient pas pris la peine de me défendre inondaient le chat en pleine panique. Mais avant que je vous dise ce que j'ai annulé, ce qui a disparu et pourquoi ma famille a commencé à me supplier avant la fin de la nuit, prenez une seconde pour aimer, vous abonner et me dire dans les commentaires ce que vous auriez fait à ma place. J'ai grandi dans une maison où l'amour n'était jamais annoncé à voix haute, mais où le favoritisme se manifestait de façon discrète. Ma sœur était le genre de fille que les gens remarquaient en premier. Elle était jolie sans faire d'efforts, extravertie de cette manière sans effort que mes parents admiraient. D'une manière ou d'une autre, toujours au centre de toutes les histoires de famille. Si elle gagnait quelque chose, toute la maison en parlait pendant des jours. Et si elle commettait une erreur, tout le monde s'empressait de l'excuser. J'étais l'autre type d'enfant. Celui qui ne provoquait pas de scène, qui ne demandait pas grand-chose et qui a appris très tôt qu'être facile à ignorer n'était pas la même chose qu'être facile à aimer. À l'adolescence, la différence entre nous n'avait plus besoin d'être expliquée. Elle avait les nouveaux vêtements, la meilleure attention et le genre d'excitation qui rendait mes parents fiers en public. J'ai eu droit à des choses pratiques, à des restes, et à un flux constant de rappels que j'étais assez mûre pour comprendre pourquoi je ne devais pas en attendre plus. Lorsqu'elle a eu 16 ans, mes parents ont trouvé un moyen de l'aider à acheter une voiture parce qu'ils disaient qu'elle avait besoin de liberté et d'opportunités. Au même âge, je me rendais à mon travail à temps partiel sur un vélo d'occasion et on me disait que travailler jeune forgeait le caractère. Cette phrase est revenue souvent dans mon enfance. Caractère. Responsabilité. Maturité. On utilisait des mots comme cela chaque fois que l'on attendait de moi que j'accepte moins et que je souris. Lorsque l'argent se faisait rare à la maison, c'est moi qui m'adaptais sans me plaindre. Lorsque mon père a traversé une période difficile au travail et que le stress s'est abattu sur toute la famille comme le mauvais temps, je ne suis pas devenu quelqu'un à réconforter. Je suis devenu quelqu'un sur qui compter. J'ai fait des heures supplémentaires, j'ai changé mes plans, j'ai sauté des choses que je voulais, j'ai comblé les lacunes qui se présentaient. Lorsque ma grand-mère a commencé à avoir besoin d'aide, c'est moi qui suis resté près d'elle. Je me suis assise avec elle, j'ai cuisiné pour elle, je l'ai aidée à s'habiller, je l'ai conduite à ses rendez-vous. Je suis allé chercher ses ordonnances et j'ai écouté des histoires pour lesquelles personne d'autre n'avait de patience. Je me disais que je faisais ce qu'il fallait, et c'était le cas. Le problème, c'est que dans ma famille, faire ce qu'il faut est vite devenu ce qu'on attend de moi. Personne ne m'a jamais demandé de faire des sacrifices. Il aurait été plus facile de résister. A eu lieu de cela, ils ont laissé le silence faire le travail. Ils m'ont laissé remarquer le problème, intervenir et traiter mon aide comme s'il s'agissait de l'ordre naturel des choses. Et si une facture devait être réglée, ils étaient soulagés que je m'en occupe. Si ma mère se sentait dépassée, elle m'appelait. Si mon père avait besoin d'une solution à court terme, je devenais en quelque sorte le plan. Lorsque les choix de ma sœur ont commencé à exploser de manière coûteuse et épuisante, tout le monde s'est tourné vers moi.
Comme si j'étais la sortie de secours dont ils avaient toujours su qu'elle existait. J'ai payé pour des choses dont je n'aurais jamais dû être responsable, parce qu'à chaque fois que j'envisageais de dire non, j'entendais déjà la déception qui m'attendait. Pas la colère. Pas la gratitude. Juste l'attente. C'était le pire. Personne ne parlait de mon aide comme si elle était généreuse. Ils en parlaient comme si c'était normal. Comme si j'étais née avec une description de poste que personne n'avait pris la peine de me montrer. À l'époque, j'ai pris ce rôle pour de la proximité. Je pensais que le fait d'être la personne sur laquelle on pouvait compter signifiait que je comptais d'une manière plus profonde. Il m'a fallu des années pour comprendre que je n'avais pas été choyée. J'avais été assignée. Lorsque j'ai épousé Ethan à 28 ans, je pensais sincèrement que le fait de mener ma propre vie changerait enfin l'équilibre. Je pensais qu'une fois que j'aurais ma propre maison, mes propres habitudes, mon propre mari, plus tard, mes propres enfants, mes parents commenceraient à me voir différemment. Je pensais qu'ils se rendraient compte que je n'étais plus le bras supplémentaire en arrière-plan de leur vie, mais les familles comme la mienne ne s'adaptent pas toujours lorsqu'une personne grandit. Elles ne font qu'allonger la liste des choses auxquelles elles pensent avoir droit. Ethan a vu la vérité avant moi. Il ne l'a jamais dit avec cruauté, il n'a jamais essayé de me monter contre eux, mais il a remarqué le schéma presque immédiatement. Il a remarqué que ma mère appelait rarement pour demander simplement comment j'allais. La conversation s'accompagnait toujours d'une préoccupation, d'une faveur, d'un paiement, d'un problème qui, d'une manière ou d'une autre, dérivait vers moi avant que l'appel ne prenne fin. Et elle a remarqué que mon père me parlait chaleureusement lorsque tout allait bien, mais que dès que quelque chose devenait gênant, j'étais soudain la personne dont on attendait qu'elle soit pratique et qu'elle prenne les choses en main. Et elle a remarqué que ma sœur avait l'habitude d'arriver crise après crise avec l'assurance de quelqu'un qui n'avait jamais vraiment fait face aux conséquences de sa propre vie. Je les ai tous défendus pendant des années. J'ai dit que les familles s'appuyaient les unes sur les autres. J'ai dit que mes parents appartenaient à une génération différente. J'ai dit que ma sœur avait beaucoup souffert. La vérité était plus simple et plus laide que tout ce que j'admettais à voix haute. J'avais passé tellement de temps à essayer d'obtenir de la chaleur de leur part que je confondais accès et amour. À la naissance de ma fille Lucie, j'ai vécu l'une de ces journées fragiles et inoubliables. Les gens vous disent que vous vous en souviendrez toujours. Et c'est le cas, même si ce n'est pas pour les raisons que j'aurais dû. Je me souviens des lumières fluorescentes de l'hôpital. De la douleur dans mon corps, d'Ethan debout à côté de moi, plus ému que je ne l'avais jamais vu, et du poids minuscule de ma fille dans mes bras. Je me souviens également que ma mère est arrivée avec un sourire qui semblait précipité, qu'elle m'a embrassé sur la joue, qu'elle a tenu Lucie dans ses bras pendant quelques minutes, puis qu'elle est entrée dans le couloir parce que ma sœur l'appelait pour un problème qu'elle insistait pour dire qu'il ne pouvait pas attendre. Je me souviens avoir entendu la voix de ma mère changer au téléphone, devenant plus alerte, plus investie, plus présente pour cette conversation qu'elle ne l'avait été pour la naissance de sa petite fille. Je suis restée là à regarder le plafond après coup, me disant de ne pas dramatiser, de me dire qu'au moins elle était venue. C'est ainsi que j'ai survécu à ma famille pendant des années. J'ai abaissé le niveau d'exigence et je les ai félicités de l'avoir atteint. À la naissance de mon fils Caleb, j'avais déjà été entraînée par la déception. Ma mère a envoyé un message. Mon père a appelé plus tard que prévu. Ma sœur a tout fait pour expliquer à quel point sa propre semaine avait été chargée. Même à ce moment-là, même après avoir constaté le peu de place que mes enfants occupaient dans leur cœur par rapport à la météo émotionnelle constante de la vie de ma sœur, j'ai continué à donner. J'ai continué à payer la carte de crédit de ma mère lorsqu'elle était en retard parce qu'elle considérait toujours que c'était temporaire. J'ai continué à intervenir lorsque mon père avait un déficit financier dont il jurait qu'il serait bientôt comblé. J'ai continué à aider ma sœur lorsque les frais de retard, le loyer, les paiements de voiture ou une autre décision mal gérée la rattrapaient à nouveau. Chaque arrangement était enveloppé dans la même langue. Juste ce mois-ci, juste jusqu'au jour de paix, juste jusqu'à ce que les choses se calment. Mais les choses ne se sont jamais calmées. Le temporaire est devenu récurrent, le récurrent est devenu normal, et le normal est devenu invisible. J'ai également cotisé à des plans familiaux qui, d'une manière ou d'une autre, ne m'ont jamais totalement inclus. Dîner de groupe, voyage de week-end, réservation de vacances, fonds de cadeaux. Le genre de dépenses partagées qui donnait à chacun l'impression d'être généreux tant que quelqu'un comme moi couvrait discrètement la partie dont personne ne voulait parler. Et elle m'est arrivé de participer au financement d'un événement et de me sentir comme un pis-aller au moment de l'organisation de l'événement. Parfois, Ethan et moi avons été invités tardivement. Parfois,
nos enfants ont été traités comme un inconvénient que les gens avaient poliment accepté de tolérer. Parfois, j'ai découvert les détails après tout le monde, même si mon argent avait déjà contribué à rendre l'événement possible. Rien que l'année dernière. Lorsque je me suis finalement forcé à faire le compte, j'ai dépensé plus de 21 000 $ pour des choses liées à mes parents et à ma sœur. Il ne s'agissait pas d'un grand chèque spectaculaire qui m'aurait réveillé en sursaut, mais de dizaines de petits paiements, de virements, de paiements automatiques, d'urgence et de sauvetage discret. C'est en partie ce qui l'a rendu si dangereux. Et elle s'est glissée dans ma vie comme un bruit de fond. Quelques centaines par-ci, un paiement par carte par-là, un solde couvert, un dépôt, une facture. Une petite aide qui est devenue une habitude. Ethan a essayé plus d'une fois de m'amener à m'arrêter et à regarder vraiment ce qui se passait. Il m'a dit que le soutien ne devait pas être unilatéral pour toujours. Il m'a dit que l'amour n'était pas censé s'accompagner de factures déguisées en loyauté familiale. Et elle m'a dit que nos enfants étaient assez grands pour remarquer que leur mère devenait tendue chaque fois que son téléphone s'allumait avec certains noms. Mais à chaque fois que j'ai failli dessiner, vu exactement ce qu'il ressentait pour moi. Et la nuit précédant l'anniversaire de mon père, c'est exactement ce qui s'est passé. Après avoir envoyé ce message au groupe de discussion, je n'ai pas attendu que quelqu'un s'explique. Car je savais déjà qu'il n'y avait rien à expliquer. Les gens ne vous disent pas accidentellement de rester à l'écart de l'anniversaire de votre propre père. Ils n'incluent pas accidentellement votre mari et vos enfants dans ce rejet. Et ils ne sont certainement pas accidentellement d'accord avec cela en levant le pouce et en continuant à parler comme si rien ne s'était passé. Pendant quelques secondes, je suis resté là, dans ma cuisine, à fixer l'écran, ressentant le genre de silence qui ne se produit que lorsque quelque chose en vous cesse enfin de lutter contre la réalité. Ethan a regardé mon visage et a immédiatement compris que quelque chose avait changé. Il a demandé à voir mon téléphone, a lu les messages, puis l'a reposé sur le comptoir sans rien dire. Il ne m'a pas dit de me calmer. Et elle ne m'a pas dit d'être la personne la plus importante. Il m'a juste regardé et m'a dit, s'ils ne veulent pas de nous, ils n'ont pas le droit de t'utiliser pour que demain soit parfait. C'est le premier moment de la soirée où j'ai ressenti quelque chose de proche de la clarté. Je me suis assise à la table, j'ai déverrouillé mon ordinateur portable et j'ai ouvert tous les comptes que j'avais passé des années à faire semblant de ne pas remarquer. Le country club où devait se dérouler le déjeuner d'anniversaire de mon père figurait toujours dans mon courrier électronique du début de l'après-midi, ainsi que le rappel de paiement final qu'il m'avait envoyé. J'avais réservé la salle privée 3 semaines auparavant parce que ma mère avait dit qu'elle voulait quelque chose de bon goût cette année, quelque chose qui serait spécial sans être trop tapa accent grave l'œil, ce qui, dans ma famille, signifiait généralement assez cher pour impressionner les bonnes personnes tout en prétendant que personne ne se souciait des apparences. J'avais moi-même versé la compte, choisi le menu du déjeuner, amélioré le menu des desserts et payé un supplément pour des centres de table fleuris parce que ma sœur trouvait que les centres de table standards avaient l'air bon marché. Je me souviens d'avoir regardé les détails de la réservation sur l'écran et de m'être senti presque détaché, comme si je regardais l'épreuve de la vie de quelqu'un d'autre. Puis j'ai cliqué sur annuler. J'ai ensuite retiré ma carte du solde de la restauration. L'une d'entre elles avait été particulièrement insultante a posteriori, car on ne m'avait même pas demandé de la couvrir. Ma mère m'avait appelé 2 jours plus tôt, l'air stressé, parlant en rond de la hausse des prix et de la façon dont tout était devenu si cher, puis elle s'était tue juste assez longtemps pour que je fasse ce que je faisais toujours. Je suis intervenu. J'avais transféré l'argent l'après-midi même. Maintenant, je l'ai annulé. Ensuite, j'ai annulé la commande de la boulangerie pour le gâteau personnalisé que mon père ne saurait probablement jamais que j'avais choisi, d'après le type de gâteau qu'il avait l'habitude de demander quand j'étais petite. J'ai annulé la commande du Digi dont ma sœur insistait pour qu'ils aient besoin, même s'il s'agissait d'une fête à l'heure du déjeuner et non d'une réception de mariage. J'ai ensuite ouvert le portail de paiement du compte de la carte de crédit de ma mère et j'ai supprimé mes coordonnées bancaires du paiement automatique que je couvrais depuis des mois. Non pas parce qu'elle était âgée ou sans défense, mais parce qu'à chaque fois que le solde devenait trop élevé, je devenais en quelque sorte la solution qu'elle n'avait jamais eu à remercier. À ce moment-là, ma respiration s'était stabilisée. C'était la partie la plus étrange. J'y pensais que je pleurerais, que je tremblerais ou que je remettrais en question chacun de mes gestes, mais au lieu de cela, je me sentais précise, concentrée, comme si j'avais enfin cessé de réagir de manière émotionnelle et commencé à agir en toute sincérité. J'ai ouvert un autre compte, celui lié au paiement mensuel de la voiture de ma sœur, et j'ai supprimé ma connexion bancaire là aussi. Cet arrangement avait été mis en place après l'une de ces nombreuses périodes difficiles, lorsqu'elle avait juré qu'elle n'avait besoin d'aide que pendant 2 mois,
jusqu'à ce qu'elle se remette sur pied. C'était il y a presque un an. J'ai également mis fin au virement automatique qui alimentait le fonds de voyage familial, un petit compte ridicule que ma mère aimait appeler notre pot de vacances, même si les projets étaient généralement décidés par les autres d'abord et communiqués à moi ensuite. Ce n'est plus le montant qui compte. Ce qui comptait, c'était ce que chaque paiement représentait. L'accès. Assomption. La permission. Des années de ma vie se sont transformées en un système où tous les autres ont obtenu le confort et moi l'obligation. Pendant que je travaillais, mon téléphone n'arrêtait pas de s'allumer avec de nouveaux messages dans le chat du groupe, mais au début, aucun d'entre eux ne parlait de moi. Ils continuaient à parler comme si j'avais simplement laissé échapper un petit commentaire dramatique et que je finirais par revenir dans la conversation une fois que je me serais remis de mes émotions. Et ma sœur discutait de ce qu'elle allait porter. Ma mère s'inquiétait du temps qu'il faisait. Mon père faisait une blague sur le fait qu'il était enfin assez vieux pour bénéficier de réductions pour les personnes âgées. J'ai regardé ces messages apparaître l'un après l'autre et j'ai senti quelque chose de plus froid que la colère me traverser. Ce n'était pas seulement parce qu'il m'avait insulté. C'est qu'il croyait vraiment que je l'absorberais et que j'arriverais toujours souriante, que je paierais toujours, que j'aiderais toujours, que je maintiendrais l'illusion intacte. Il ne s'agissait pas d'un malentendu. Il s'appuyait sur un modèle. À 21h08. Le Country Club m'a envoyé le premier courriel de confirmation. La carte figurant dans le dossier avait été supprimée et la chambre ne serait pas réservée sans un moyen de paiement valide. 2 minutes plus tard, la boulangerie a envoyé son avis d'annulation. Puis le service de restauration. Puis le DJ.je n'ai pas envoyé de capture d'écran. Je n'ai pas fait d'annonce. Je n'en avais pas besoin. Le 11 septembre, la discussion de groupe a changé du tout au tout. Et ma sœur a été la première à s'interrompre. Qu'est-ce que tu as fait? Répare-le. Ma mère vint ensuite, soudainement douce comme elle ne le devient que lorsque la panique remplace la supériorité. Chérie, ne fais pas ça. Ce n'est pas drôle. Mon père suivit quelques minutes plus tard, d'abord confus, puis vif lorsqu'il réalisa qu'il ne s'agissait pas d'un bluff destiné à marquer un point. Qu'est-il arrivé à la réservation? Pourquoi est-ce que je reçois ces courriels? J'ai lu chaque message sans répondre. Pendant des années, ils avaient traité mon aide comme un bruit de fond, quelque chose qui existait simplement autour d'eux. Maintenant qu'elle avait disparu, ils entendaient enfin le silence qu'elle avait laissé derrière eux. Elle est le point ET pour la première fois de ma vie, je les ai laissés faire. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. Je suis restée éveillée à côté d'Ethan, fixant le plafond tandis que mon téléphone s'allumait encore et encore sur la table de nuit, chaque nouvelle vibration ressemblant moins à une urgence qu'à une conséquence. À eu début, je m'attendais à ce que la culpabilité me frappe comme elle l'avait toujours fait auparavant, cette vieille panique familière qui me disait que j'étais allée trop loin, que je devais tout arranger avant le matin et redevenir la personne raisonnable. Mais la culpabilité n'est jamais vraiment venue. Ce qui est venu à la place, ce sont les souvenirs. Les uns après les autres. Si clairs et si nets qu'ils donnaient l'impression d'avoir attendu des années un moment comme celui d'H6. Je me suis souvenu de la fête de remise des diplômes de ma sœur au lycée, celle que mes parents avaient préparée pendant des semaines, comme s'il s'agissait d'un événement présidentiel, avec des tables louées dans l'arrière-cour, des plats préparés par un traiteur, un gâteau géant et une liste d'invités remplie de personnes qu'ils voulaient impressionner. Lorsque j'ai obtenu mon diplôme, nous avions des plats à emporter dans la cuisine et ma mère m'a dit que j'avais de la chance parce que les célébrations intimes avaient plus de sens. Je me suis souvenu de l'année où mon père m'a dit qu'il n'avait pas beaucoup d'argent et m'a demandé si je pouvais l'aider à faire des réparations dans la maison parce qu'il s'inquiétait pour le toit et la plomberie. Je leur ai donné l'argent sans hésiter. Quelques mois plus tard, cette même maison avait l'air parfaite sur les photos d'anniversaire d'une fête à laquelle Ryan et moi n'avions jamais été invités. Je me suis souvenu de toutes les fêtes pour lesquelles j'avais aidé à payer le dîner et où je m'étais quand même retrouvée assise au bord de la table. Chaque plan familial auquel j'ai contribué mais dont j'ai entendu parler en dernier, chaque fois que je me suis convaincue qu'il valait mieux être mal intégré que pas du tout. Un peu après minuit, ma mère a commencé à appeler au lieu d'envoyer des SMS. J'ai regardé son nom clignoter sur l'écran encore et je n'ai pas répondu une seule fois. Puis ma sœur a appelé. Puis mon père. Puis à nouveau ma mère. À 2 heures du matin, mon groupe de discussion était passé de l'indignation à la confusion, puis au contrôle des dégâts. Ma sœur n'était plus furieuse, elle était affolée. Elle n'arrêtait pas de dire que j'humiliais papa.
Comme si j'avais fait quelque chose de cruel et de public au lieu de me retirer tranquillement de quelque chose que j'avais payé en privé depuis le début. Et ma mère a essayé un angle plus doux. Elle a dit que rien de tout cela n'était censé se passer ainsi. Elle a dit que je prenais les choses trop à cœur. Elle a dit que ma sœur était simplement stressée et émotive et que personne n'avait voulu dire ce qu'elle avait dit. Cette partie m'a presque fait rire, parce qu'il n'y a pas d'interprétation douce de « reste à la maison. Ne venez pas demain. Nous en avons assez de ta famille. » C'est exactement ce qu'il voulait dire. Ce qu'il n'avait pas voulu dire, c'est qu'il n'aurait plus accès à moi.au matin. Il leur était devenu impossible de cacher la situation. Le country club avait repris contact pour demander si une autre carte serait fournie pour 10 heures ou si la salle privée serait libérée. Et la boulangerie avait confirmé que la commande de gâteaux personnalisés était annulée. Le traiteur s'était déplacé. Le DJ avait gardé la compte, conformément à sa politique. Mon père, qui avait probablement supposé que chaque détail avait été organisé grâce à l'amour de ses parents et aux efforts de la famille, apprenait maintenant, morceau par morceau, que c'était moi qui avais presque tout organisé. Vers 9h30, je suis finalement sortie du lit, j'ai fait du café et je me suis assise à l'îlot de la cuisine pendant qu'Ethan préparait les déjeuners de Lucie et de Caleb. Il ne m'a pas poussé à parler. Et elle s'est contentée de se déplacer autour de moi avec ce calme constant sur lequel je m'étais appuyé tant de fois auparavant, et lorsqu'il a posé une tasse devant moi, il m'a dit : « Tu ne dois pas de réconfort aux gens après qu'ils t'ont manqué de respect. » Cette phrase m'a touché plus profondément que je ne l'aurais cru. Car pendant des années, c'est exactement ce que j'ai donné à ma famille. Du confort. Un confort financier. Confort émotionnel. Le confort de savoir que quelqu'un d'autre absorberait le désordre. Vers 10 à 15 ans, mon père m'a finalement envoyé un SMS directement au lieu d'utiliser le chat du groupe comme auditoire. J'ai besoin de savoir ce qui se passe. Le site dit que la réservation n'est plus là. Ta mère est bouleversée. Ta sœur dit que tu exagères. J'ai regardé le message pendant un long moment, non pas parce que je ne savais pas quoi dire, mais parce que j'ai soudain compris quelque chose qui m'a fait mal à la poitrine. Il ne me demandait toujours pas ce qui m'était arrivé. Il demandait ce qui était arrivé à la fête. Même maintenant, après avoir vu les retombées, après avoir vu la panique. Après avoir su que quelque chose de grave s'était produit, sa première préoccupation était l'événement, pas la fille à qui l'on venait de dire de rester à la maison. J'ai posé le téléphone sans répondre. Un peu avant 11 heures, j'ai reçu un message vocal d'une femme du country club, confirmant poliment que, puisqu'aucun paiement de remplacement n'avait été soumis, le déjeuner avait été entièrement annulé et la salle libérée. Je l'ai écouté 2 fois, non pas parce que je le regrettais, mais parce que l'entendre rendait la chose réelle d'une manière que les textes n'avaient pas rendu possible. Le déjeuner d'anniversaire parfait de mon père, la petite performance polie que voulait ma mère, l'événement social pour lequel ma sœur s'était manifestement habillée, était terminé. Et si c'était fini, ce n'était pas parce que j'avais tout gâché. C'est parce qu'ils l'ont construit sur la base de ma loyauté, tout en traitant mon existence comme un inconvénient. À midi. D'autres personnes ont commencé à en entendre parler. Une tante à qui je n'avais pas parlé depuis des semaines m'a envoyé un message prudent pour me demander si tout allait bien parce qu'elle avait appris que le lieu avait changé à la dernière minute. Un autre membre de la famille a envoyé un message pour dire « Ma mère avait l'air bouleversée et confuse ». C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que l'humiliation que ma sœur m'accusait de causer n'était pas vraiment liée à l'anniversaire de mon père. Il s'agissait de l'exposition. Pour la première fois, la vérité sortait du système privé qu'elles avaient construit autour de moi. Pour la première fois, il y avait une fissure visible entre l'image qu'ils projetaient et la façon dont ils traitaient la personne qui finançait tout cela. Et ma sœur a rappelé juste après midi, cette fois, elle a laissé un message vocal. La voix serrée et tremblante de colère. Elle a dit que j'étais égoïste. Elle a dit que je punissais tout le monde pour un seul texto. Elle a dit que papa était gêné, que maman pleurait et que je devais arrêter de tout ramener à moi. J'ai écouté toute la conversation sans bouger. Puis je l'ai effacée. C'est à ce moment-là que j'ai compris la véritable raison pour laquelle il s'enfonçait dans la spirale. Il ne s'agissait pas de réparer la blessure. Il s'agissait de restaurer la machine. Il ne voulait pas de réconciliation. Il voulait fonctionner. Il voulait que je reprenne mon rôle assez rapidement pour sauver la situation et disparaître discrètement. Mais quelque chose avait trop changé pour cela. Les souvenirs de la nuit précédente, les années derrière eux,
La simple clarté de voir ma propre famille convenir que mon mari, mes enfants et moi-même étions jetables tant que mon argent continuait à arriver, avait brûlé tout ce qui restait de mon déni. Assise dans ma propre cuisine, avec la lumière du soleil traversant les fenêtres et les rires de mes enfants dans la pièce voisine, j'ai finalement réalisé que ce que je pouvais faire, c'était revenir en arrière et leur apprendre que j'accepterais tout cela tant qu'ils paniqueraient assez fort par la suite. En début d'après-midi, j'en avais fini avec les conversations privées sur l'humiliation publique. Si ma famille pouvait m'insulter dans le groupe de discussion, alors la vérité pouvait y rester aussi. J'y suis montée à l'étage, j'ai sorti une vieille boîte de rangement et j'ai apporté des années de relevés bancaires, de reçus et de confirmations de paiement sur la table de la salle à manger. Ethan m'a aidé à tout trier en pile pendant que je faisais le compte de ce que j'avais couvert au cours des 5 dernières années. Les paiements de carte de crédit pour ma mère, l'aide au loyer et les paiements de voiture pour ma sœur. Les cotisations au club et les réparations de la maison pour mes parents, les dîners de fête, les contributions au voyage, les dépôts, les urgences et tous les petits sauvetages qui n'ont jamais été vraiment petits. Lorsque j'ai terminé, le total s'élevait à un peu plus de 49 000 $. J'ai regardé ce chiffre pendant un long moment, puis j'ai pris une photo de la table couverte de preuves et je l'ai postée sur le chat du groupe familial. Sous la photo, j'ai écrit « Voilà ce que j'ai dépensé pour couvrir cette famille au cours des 5 dernières années. » Tu n'as jamais eu à demander. Vous avez simplement supposé que je paierais. Ma mère a répondu en premier, la famille aide la famille. Ma sœur m'a traité de manipulatrice et m'a dit que j'essayais de donner une mauvaise image de tout le monde. Mon père m'a demandé de l'appeler en privé. J'ai refusé. Cela s'est passé dans le groupe quand on m'a dit de ne pas venir. Donc cela pouvait rester dans le groupe maintenant. C'est alors que ma sœur s'est emportée et a dit que rien de tout cela ne serait arrivé si j'avais simplement laissé passer un texte grossier. C'est à ce moment-là que j'ai fait une capture d'écran de son message et du pouce levé de mes parents juste en dessous des reçus. Puis j'ai écrit, un texte grossier n'efface pas une famille. Il en expose une. Après cela, ma mère a essayé de se culpabiliser, ma sœur a essayé de se mettre en colère, et mon père m'a demandé si je coupais vraiment les ponts avec tout le monde à cause de ça. Je lui ai répondu que je les coupais de 13 ans d'utilisation, et la nuit dernière avait rendu impossible de faire semblant plus longtemps. Puis j'ai envoyé un dernier message. J'en ai assez de payer pour qu'on me manque de respect. Ne me contactez plus, sauf pour vous excuser auprès de mon mari et de mes enfants. Après cela, j'ai bloqué ma sœur, puis ma mère, puis mon père. Le silence qui a suivi m'a semblé étrange pendant environ 2 secondes. Puis ce fut la paix. Les messages n'ont pas cessé tout de suite. Pendant les 3 jours qui ont suivi, ils sont arrivés par vagues, par courrier électronique, par des numéros inconnus et même par des membres de la famille qui se sont soudain sentis appelés à jouer le rôle d'artisans de la paix. D'abord la colère, puis la culpabilité. Ensuite est venue la partie qui aurait presque fonctionné sur l'ancienne version de moi, les promesses. Ils ont dit que nous pouvions parler. Ils ont dit que les choses étaient devenues incontrôlables. Ils ont dit que personne n'avait voulu que les choses aillent aussi loin. Et ma sœur a même envoyé un dernier message par le biais d'un compte de messagerie dont j'avais oublié qu'elle le connaissait. En disant qu'elle était désolée si ses paroles avaient été mal interprétées. Si. Ce petit mot m'a tout dit. Elle n'était pas désolée pour ce qu'elle avait fait. Elle était désolée que cela lui ait coûté quelque chose. Pour la première fois de ma vie, j'ai compris que des excuses sans responsabilité n'étaient qu'une autre façon de demander l'accès. J'ai donc fait quelque chose que ma famille ne m'avait jamais appris à faire. J'ai laissé tomber. Je n'ai pas expliqué. Je ne me suis pas défendue. Je ne me suis pas précipitée pour mettre tout le monde à l'aise. Au lieu de cela, je suis restée à la maison avec les gens qui ne m'avaient jamais demandé de gagner ma place. Ethan a fait des crêpes le samedi matin tandis que Lucie et Caleb ont transformé le salon en fort de couverture et m'ont supplié de me joindre à eux. Nous avons passé l'après-midi dans des chaussettes chaudes, à manger trop de crème fouettée, à rire pour rien d'important, et plus tard dans la soirée, nous sommes allés choisir un sapin de Noël précoce, juste parce que les enfants en voulaient un et parce que, pour une fois, je ne ressentais pas le besoin de justifier ma joie. Quelque part entre le moment où j'ai regardé ma fille tendre les bras vers les branches les plus hautes et celui où j'ai vu mon fils se disputer passionnément l'arbre le plus déséquilibré du lot, quelque chose s'est apaisé en moi. Non pas parce que ce que ma famille avait fait avait cessé de me blesser, mais parce que je comprenais enfin la différence entre être nécessaire et être aimé. Pendant des années, j'avais confondu sacrifice et loyauté,
et culpabilité et responsabilité. Je pensais qu'être une bonne fille signifiait toujours dire oui. Toujours intervenir. Toujours payer. Toujours comprendre. Mais tout ce que j'ai appris aux mauvaises personnes, c'est qu'elles pouvaient me blesser et compter sur moi pour financer la prochaine fête. La vérité que j'aurais aimé apprendre plus tôt est simple. L'amour sans respect n'est pas de l'amour. Une famille sans frontières n'est pas une sécurité. Et aider les gens qui pensent avoir droit à votre aide ne vous fera jamais gagner la place dans leur cœur qu'ils ont déjà décidé de ne pas vous donner. Et la vraie famille n'est pas celle qui réclame le plus de votre temps, de votre argent ou de votre patience. La vraie famille, c'est l'endroit où votre présence compte plus que votre utilité. C'est l'endroit où vos enfants sont accueillis, et non tolérés. C'est l'endroit où la gentillesse est rendue. Et non consommée. J'ai passé 13 ans à essayer d'acheter la proximité de personnes qui ne me remarquaient que lorsque quelque chose devait être couvert. Je ne passerai pas les 13 prochaines années à enseigner à mes enfants que c'est à cela que ressemble l'amour. S'il y avait un cadeau caché dans ce qui s'est passé la nuit précédant l'anniversaire de mon père, c'était bien celui-ci. Ils ont enfin dit tout haut ce qui était silencieux. Et une fois qu'ils l'ont fait, j'étais libre. Alors, si vous avez déjà été la personne sur laquelle tout le monde compte mais que personne ne voit vraiment, laissez-moi vous dire ce que j'ai appris trop tard et que je n'oublierai plus jamais. Vous n'êtes pas obligé de vous rapetisser pour rester en contact avec des personnes qui n'apprécient que ce que vous leur apportez. Vous avez le droit de prendre du recul. Vous avez le droit d'en dire assez. Et parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour vous-même et pour la famille que vous construisez est d'arrêter de payer le prix d'appartenir au mauvais endroit. L'équipe de Revenge Jargon s'engage à créer des histoires significatives et engageantes qui laissent une impression durable sur les téléspectateurs. Nous tenons à préciser qu'il s'agit d'une histoire fictive créée pour partager des leçons précieuses et des messages éducatifs par le biais d'une narration puissante. Oliva a géré la situation avec force, respect de soi et des limites claires après avoir été considérée comme acquise pendant des années. Au lieu de réagir par le chaos, elle a choisi de se défendre d'une manière qui a forcé sa famille à faire face à la vérité. Et si vous étiez à sa place, auriez-vous fait la même chose ou auriez-vous agi différemment? Oh my gosh, I'm so glad I got that with you. I feel first hype special. train and first probably everything, yeah. I feel so special. Oh, shucks. I was gonna say something, but that might be too much for you. I'll tone it down. Right? What'd you say? I said I'll tone it down so I don't scare you away 100%. There's nothing that you can say that just scares me. You could ask Blue. Like a lot, it takes a lot for me to get scared. I took your hype train cherry. You're right, yeah. She right. Holy moly! Holy grades. Grades. Well, oh my gosh, that was time. I hope you guys did not hear that. Welcome on in, readers. My name is Cece. I'm the slightly unhinged, highly caffeinated mom who found her way to Twitch. How are you, Rose? How was your games? How was your stream? I hope everything was going really well for you. Thank you, Mama. How was everything? What were you playing? Hi, Chucky. Welcome on in. Best friends. Yep. Thank you so much for the follow, friends. I do have my followers as anonymous, but please feel free to hang around. And I like to get to know you guys. So, if you play Faz, what is your favorite Faz map? And if you don't play Faz, that's totally cool. What is your favorite color? Well, I love getting to know you guys and getting to make friends, because that's my whole point for streaming, was getting to make friends and having a good place to entertain people. And to be with people. Right. I really need purple? I like purple, Kira. I really do. Purple's a good color. Thank you for collecting your coffee, Onyx. How are you? Yeah. Best map is Willow. I love Willow. I am so sad to see Willow on the chopping block for next. Coffee. Right. It's fine. I literally wrote a whole song about it and everything. Sorry I disappeared for a little bit. I'm working and watching. You be a good worker. Be a good worker, plebby. It was a lot of fun. I played Dragon Quest. And I've never heard of that before. I've never seen that before. I'll have to go back and watch your VOD.
I'll have to go back and watch the VOD. I do like going back and watching VODs. I really do. My gaming area is going to be purple. Oh, I like it. Personally, though, I'm a fan of green. Like, green's my favorite. But purple's really good, too. I'm going to be a bit crazy over working on a server for a friend. That's the best comment. Fair, Onyx, fair. Hype train, Harry. Go, mama, go! W, mama. Yeah, let's go. Yeah, heck yeah. Look at that. We popping your cherries. We got it. We got it. Alright, guys, let's see those emotes. What did y'all get? What do we get for hype train emotes? I don't even know anymore. My thing is like all the way full. Is it this one? I can't even anymore. That's crazy. That was the funniest thing. That's the funniest shit ever. That shit was great. I have all level 2 yeah, I think when it comes to hype trains, I have like 20 hype train emotes at this point. I don't even know what is new anymore. I have so many. Right? Well, yeah, I mean, what was that? That one time that you like did it? What's oh that? god. What's that? What's that? Who's that? Yo, pick up the phone. No. What's up? What's that? What's up? Yo, Duque, pick up the Pick up the phone. I didn't. I really need. Coffee, coffee, coffee. Yo. What's up? Movie. I love that movie so much. Thank you, Rose, for collecting your copy. Essex, I see you. I'm watching you. I see you. I'm watching you. I'm watching you. Dang, I didn't know it was gonna be the whole movie. I love it. It is a okay, listen, just hear me out. That movie is beautiful. That is a masterpiece, okay? It is just a masterpiece. It's a classic movie. Yeah, it's a masterpiece. Are you watching me? Hold on, let me bring up OBS so I could do this correctly. Oh my god! Yeah, I'm very hard to scare. I've played a lot of games. I'm hot. I It's have hot. not been scared yet by a game. I don't think. Okay, I'm It takes a okay. lot. I'm okay. I'm sorry if we scared off anybody. I do have to raid and run. Have a great night. Thank you so much, Rose. Thank you for trusting me with your community. And I'm sorry if I forgot to say, if you need to raid fade, I totally understand. Please take care of yourself. And anyone who came with you, please take care of you guys. I know you guys are hanging out with Rose, and I totally understand when people fade off. I really get it. So please don't feel like it's harsh or anything like that. Take care of yourself. Get your water. Take your meds. Wash your face. Take care of yourself and do whatever you have to do post-stream, because you are important, you're a good person, and I want you to know that you are valued. So thank you for bringing your community here. I will do my very best to take care of them, but take care of you. Bye, Rose. Sleep well. Yeah, if you're going to bed, hold on. Go to sleep. Go to sleep. Go to sleep, little Rose now. Go to sleep. Go to sleep. Do 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 do. Good night. Sleep tight. Don't let the bed bugs bite. Hey, Cece, can I be a gremlin? Of course, you can always be a gremlin here. The gremlins are safe here. This is a safe space for everybody. Gremlin or not, you are safe here. Gremlin away. Just don't spend money. Please. Please don't spend money. There you go. Russian roulette. Oh, Onyx! Onyx. Onyx. You weren't here.
So if you do exclamation point tarot, I've also added a tarot card command that has a chance of either giving you money or taking your life away. Or if your mama, taking away your sword. The card burns red. You've got the Wheel of Doom. Oh my god, there's so many heartbeats. There's so many heartbeats. Do 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 do. I should put a cooldown on that one, I think. I think it needs a cooldown. My brain. Now. Yes, it definitely needs a cooldown. Careful. Oh, good lord. Alright, what are we doing? Did we even start yet? It's a Yuri, I think, by the door. Another Yuri? Wait, have we been playing? What time is it? We haven't left this game. Coffee, coffee, coffee. We've been sitting here for 10 minutes. Coffee, coffee, coffee. We were sitting here for 10 minutes. Going... I didn't know, Essex. That's what I was asking. I don't remember. Because you had Raid, and then the hype train, and then some shit was said. Ooh. Ah. What are we good for? Absolutely nothing. Say it again. Sorry. 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 I'm back. Thank you, Onyx. I'm back. 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 I'm All one right. more away. It's crazy. My brain a whole left. 8 followers in a stream. I know. I told you my goal was to get you to 100. But if we didn't get you to 100, that's okay. I'll take the 8. If I could get to 90, that'd be impressive. I'll take it. I'll take it. We gotta get you there. You gotta be close. Goal reached. Goal reached? What do we reach? What do we do? 80. 80. Heck yeah! Sing it for me. Go Archer, go. Go Archer, go Archer, go. Heck yeah. Heck yeah. Woot! Woot! Reach these nuts. Hey, Mama! Mama, you know I read stuff out loud. What the heck? What the heck? At least it's not the tongue twisters again. I said it's 100 now. I'm going by 20. Okay, hold on. I'm gonna do this one to Archer. You must be a revenant because